J'aime pas trop les voleurs et les fils de p... Bienvenue à tous, c'est l'épisode de Noël. Est-ce que vous avez été de gentils enfants? Eh bien, on dirait que oui. Alors je vous apporte un beau cadeau, un fait amusant ou un fun fact, puisque cette émission est placée sous le signe de la polyglossie et sponsorisée par Wall Street English. Par contre, quelqu'un que je connais a été très vilain. Donc vous savez ce qu'il va recevoir? Du charbon. Enfin, pas du vrai, hein. Un charbon métaphorique. Déjà, parce que c'est pas bon pour la planète. Aussi parce que c'est la crise de l'énergie. Donc le cours du charbon, il fait ouille en ce moment. Non mais putain, c'est une blague de merde, ça, ils vont pas comprendre en plus. En tout cas, bref, une vidéo qui dit du mal de lui. D'abord, le fun fact, comme promis. Saviez-vous que les dimensions des boosters de fusée, alors si vous savez pas c'est quoi un booster de fusée, c'est ça sur la photo, étaient déterminées par la taille de la croupe d'un cheval. Et oui, la taille des boosters est limitée par la largeur des rails qui portent les trains qui eux-mêmes portent les pièces de fusée entre leur site de fabrication et leur rampe de lancement. La taille des rails est elle-même liée à celle des routes automobiles, qui est liée à la largeur des anciennes pistes utilisées par les charrettes que tiraient des chevaux il y a de ça bien longtemps, jusqu'à remonter à l'époque romaine, et que donc les pistes des Romains étaient conçues pour laisser passer deux charrettes, tirées chacune par deux chevaux placés parallèlement devant. Et les chevaux ont eux-mêmes leur largeur. Donc si vous saviez déjà ça, peut-être vous avez eu l'immense chance et privilège de vous être rendu à l'Exoconférence de 2015 à Clermont-Ferrand. L'Exoconférence, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre où l'inénarrable Alexandre Astier, non c'est pas Aspier, joue un astrophysicien. À l'automne 2015, il s'associe avec Bruce Ben Amran, qui vient faire la première partie de son spectacle. Alors la vidéo de l'exoconférence est toujours disponible sur internet et on va la regarder vite fait. Ouais, vous allez voir, les fusées, c'est complètement ouf. Vous voyez les fusées américaines qui décollent de Floride? Il y a toujours un énorme lanceur et sur le côté, il y a des petits propulseurs d'appoint, ça s'appelle. Des petites fusées. Derrière ces fusées, il y a une masse d'adaptations, vous n'avez pas idée, parce qu'un jour, le Sénat américain s'est pointé, a dit aux ingénieurs, voilà, pour des raisons tant économiques que politiques, ces trucs-là, maintenant, vous les fabriquez en Alabama. Donc les mecs ont dit, ok, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on les transporte, du coup. Donc ils ont réfléchi, il a fallu s'adapter. Hein, et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on passerait par la mer? Ça serait bien la mer. Oui, mais il n'y a pas la mer, donc du coup, c'est con. Par la route, peut-être. Mais la route, voilà, il faut bloquer les routes. Mais finalement, ils ont opté pour le chemin de fer, c'était ce qui avait de plus sûr. Le chemin de fer, effectivement, c'est la bonne idée, le chemin de fer. Sauf que entre l'Alabama et la Floride, le chemin de fer, il passe par des tunnels. Sous la montagne. Et vous pensez bien que les gars qui ont creusé les tunnels l'ont fait pour faire passer des trains, pas des fusées. Ils n'ont pas fait des voûtes de 60 mètres, ça aurait été très joli, mais ça ne servait à rien. Donc du coup, il a fallu s'adapter et refaire complètement le modèle, ce qui fait qu'ils ont fait des lanceurs d'appoint qui sont beaucoup plus longs, mais beaucoup plus fins. Ils font 18 mètres de haut, mais ils font moins de 2 mètres de diamètre. Adaptation, évolution. C'est ça, on continue. On peut dérouler le fil, hein. Le rail lui-même. Le rail lui-même, il est standardisé aux États-Unis. Alors ce standard-là, c'est 4 pieds, 8 pouces et demi d'écart entre les deux rails. Ça fait 1,43 m et demi. Vous noterez bien le et demi. C'est très précis. Bon, ce standard-là, il tombe pas de nulle part. Il n'y a pas un jour un mec qui s'est pointé, qui a dit les gars, on va faire le standard, vous êtes prêts? Vas-y Joe, mesure, combien ça fait? 4, 8 et demi, note vite. Non, pas du tout. Ça tombait absolument pas de nulle part. Ce qui s'est passé, c'est que les premiers rails qui ont été construits aux États-Unis ont été construits par des Britanniques qui avaient déjà le chemin de fer en Grande-Bretagne. Donc ils avaient déjà la techno pour faire les rails, la techno pour faire les locomotives. Ils se sont pas emmerdés. Ils ont simplement importé le truc dans le nouveau monde. Adaptation, évolution. Bon, la Grande-Bretagne. Oui, mais pardon, il y a 30 000 ans, il n'y avait pas de rail, il faut bien que ça commence quelque part, cette histoire. La Grande-Bretagne, pourquoi est-ce qu'ils avaient ce standard-là? Mais parce qu'avant d'avoir le train, ils avaient déjà le tramway. C'était une autre technologie, mais c'était aussi des rails, avec le même écart. Et avant le tramway, dans toute l'Europe, il y avait des mines de fer, de charbon, de je sais pas quoi, enfin bref, et donc avec le chariot, quand ils extractaient, là. Non, elle me fait chier cette phrase. Donc quand avec le chariot, ils allaient récupérer le truc, ils le tiraient sur des longues sections de rails, et puis ils allaient jusqu'à l'endroit où ils déversaient le fourbi. Voilà, et ça, c'était les premiers rails standardisés. Wouh. Mais ces rails-là, d'où ils venaient? Pourquoi ils ont fait ce standard? Mais parce qu'ils étaient parfaitement adaptés au sentier qu'il y avait en dessous. Parce qu'en fait, ça continue. Parce que le sentier qui est en dessous, lui, il a été fabriqué il y a 2000 ans par les Romains. Les Romains de Jules César, SPQR, les Jupettes, les Lamelles et tout et tout. Et là, c'est exactement pareil, ça s'est pas fait au doigt mouillé. Il n'y a pas un décréon qui s'est pointé, qui a fait vas-y, Caius, mesure. Non. Ils avaient une consigne très stricte pour ces sentiers. Il fallait pouvoir débarrouler dessus à toute berzingue en cas d'urgence en étant sur un char tiré par 2 chevaux qui galopent côte à côte. Bon, les premiers mecs qui ont construit ça, ils ont regardé les chevaux, ils ont regardé les chars, ils ont pris leurs mesures, ils ont fait leurs calculs, et bim, ils ont fait un sentier sur lequel on a pu mettre les rails, sur lesquels on va.
Adaptation, évolution, c'est fou, non? Non, je vous sens pas là, 2 secondes, je résume. Donc, on est bien d'accord, les propulseurs d'appoint des fusées américaines sont directement dimensionnés sur la largeur du cul d'un cheval. Ah ben attendez, ça fait 2000 ans, mais je l'ai pas inventé, je dis, on a déroulé tout le truc. Donc voilà, ici Bruce raconte son anecdote, qu'il étire comme un chewing-gum pendant 10 minutes, tout en portant un t-shirt au design évoquant le logo de la NASA. Alors, si vous n'êtes pas allé à la conférence et que vous le saviez quand même, vous l'avez peut-être appris ça d'internet il y a longtemps, comme moi ou comme les gens qui en général passent trop de temps sur l'ordinateur, qui ont un teint pâle, des cernes sous les yeux et les cheveux gras, ou même pas de cheveux du tout. En tout cas, oui, c'est une vieille anecdote qui en fait circule depuis très très longtemps sur internet. La première mention que j'ai trouvée, et probablement pas la plus vieille dans l'absolu, remonte à 1997, soit probablement avant que certains qui regardent cette vidéo soient nés. Donc la bonne moitié de sa conférence, elle n'est pas vraiment de lui, quoi. Mais bon, vous me direz, après tout, ça se fait beaucoup chez nous, Pas mal, non? C'est français. On a bien le faux Angry Video Game Nerd, c'est-à-dire le joueur du grenier. On a bien le faux Jerry Seinfeld, c'est-à-dire Gad Elmaleh. On a bien le faux Léonard de Vinci, c'est-à-dire Idriss Aberkan avec ses 7 doctorats par jour. Et enfin, le faux Vsauce, c'est-à-dire notre fameux y penser. Il a même copié la calvitie, c'est dire à quel point il prend la chose à cœur. Je dis pas que c'est du plagiat, parce que déjà je risque de me prendre un procès, et parce qu'en plus Wikipédia définit ça comme quelque chose qui n'a rien à voir, c'est-à-dire le plagiat est une faute morale et ou commerciale consistant à copier un auteur ou créateur sans le dire, ou à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on nommait délibérément ou par négligence de désigner. En tout cas, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, que la dimension des boosters de fusée patati patata, c'est pas grave en fait, parce que de toute façon, c'est pas vrai. C'est du flan, c'est du bidon, il n'y a rien là-dedans en fait. C'est complètement inventé. Et la NASA, oui, la même que sur le t-shirt de Bruce, a publié un PDF qui démentit le truc, et ce démenti, il est en ligne depuis 2003. 2003. Si vous êtes né en 2003, aujourd'hui vous avez 19 ans. Donc, toute la chaîne de Bruce, de toute façon, elle contenait énormément de contenu traduit, de plus grosses chaînes anglophones, comme Veritasium ou Vsauce. Alors je dis elle contenait parce que il l'a supprimé en fait. Je sais pas qu'il a créé du contenu original, c'est qu'il l'a supprimé. Mais voilà, Bruce surfe directement sur la barrière de la langue pour s'approprier le travail d'autrui à peu de frais. Et j'exagère vraiment pas. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Honnêtement, j'ai un petit peu la flemme de les inclure dans la vidéo. Si vous voulez les regarder, faites-le. Les liens seront dans la description. Je mettrai aussi le lien pour le PDF du démenti de la NASA et pour la plus vieille mention de son anecdote. Mais en gros, vous avez la vidéo de Vsauce qui s'appelle We Are All Related et la vidéo d'y penser, son quickie. Enfin, vaudrait mieux qu'il regarde pas trop sur Urban Dictionary ce que ça veut vraiment dire, quickie. Sinon, vous avez une autre vidéo sur Guillaume le Gentil, l'astronome qui étudia la trajectoire de Vénus, avec une autre vidéo de Vsauce qui lui est... c'est quoi l'inverse de postérieur? Antérieur d'1 an, et qui parle exactement de la même chose. Pour en revenir à l'exoconf, ce que je trouve plus grave, puisque c'est un événement physique, pour lequel les gens ont fait un déplacement et sans doute ont payé. Pour résumer, Bruce a un t-shirt inspiré de la NASA, où il raconte une histoire qui n'est pas de lui, tout en donnant l'impression que ça vient de ses recherches personnelles, alors que la NASA, dont le logo ressemble quand même vachement à son t-shirt, dit que c'est faux. Donc si vous voulez, il y a 2 ou 3 couches d'ironie superposées, c'est un peu une espèce de lasagne de nullité, quoi. Mais même si c'est pas que c'est faux, il doit quand même être au courant que c'est pas son propre travail, parce que quand le lui signale par Twitter, il se met à menacer de procès. Hey Bruce, je voulais te demander, mais tes DM sont fermés, ce que tu penses du fait que l'essentiel du script de la première moitié de ton spectacle à l'Exoconf 2007 est en ligne depuis 20 ans et a été debunk par la NASA. Tu portais un t-shirt dont le design en était inspiré. Maintenant,
S'il a un tout petit peu de dignité, il m'accuse pour de vrai et signe de son nom complet que je sache qui a signé, c'est ce que font les vrais adultes. Les faits égale plagiat. Je vous écoute, et j'attends toujours votre nom. Je n'entends pas les gens qui se cachent. Vous m'accusez d'avoir menti, d'avoir plagié le travail d'un autre et d'avoir pris de l'argent pour cela. Vous m'accusez donc d'escroquerie. Il n'y a pas de tentative d'intimidation. Il y a la portée et la conséquence de vos accusations, rien de plus. Si vous avez les faits avec vous, vous n'avez aucune raison de redouter que je vous assigne. Mais, de toute façon, franchement, même si son histoire de croupe de fusée à cheval, elle était vraie, est-ce que vraiment c'est ça de la vulgarisation scientifique? Moi je pense pas. Sa chaîne, elle a été épinglée lors d'une tentative de recensement des chaînes de vulgarisation par le ministère de la Culture. Et on peut lire qu'à côté de la chaîne de Bruce, il y a été remarqué un refus de se corriger et un refus de citer ses sources. Alors bon, la vulgarisation, on sait tout ce que c'est. Hein. On n'a pas besoin de gens étymologie pour nous dire oui, alors vulgus c'est la foule, vulgarisation c'est. Non, on s'en fout de ça. La vulgarisation, c'est tout simplement rendre la science attrayante et intelligible à la fois. On a tous beaucoup aimé C'est pas sorcier, où Jamie y expliquait des trucs pendant que Fred allait sur le terrain et que Marcel n'apparaissait pas à l'écran, la petite voix non plus. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Jamie de C'est pas sorcier, il n'a pas de formation scientifique. Bruce non plus. Mais la différence, c'est quand même que Jamie, il nous expliquait quand même des mécanismes par lesquels les choses se font. Il le faisait à grand renfort de maquettes, de pédagogie, etc. Mais on ressortait véritablement avec un début de compréhension de comment les choses se passent réellement et l'envie d'approfondir sur le sujet. Bruce Ben Amran, il fait autre chose. Il va pas vous expliquer véritablement aucun mécanisme physique, chimique ou biologique. Il va plutôt vous raconter des petites histoires rigolotes, du type « Le saviez-tu » Et tout le reste de sa première partie de l'exoconf, c'est ça. Une énumération de chiffres rigolos du type « Oh, on a 100 000 milliards de cellules, on a des cellules des yeux, du foie, des je sais pas quoi. » Il dit à un moment des cellules de cheveux. Différencier, monsieur, a des cellules d'œil, de nez, de peau, de bouche, de dents, de cheveux. Non, il n'y a pas de cellules de cheveux, Bruce. Il nous dit qu'il existe 120 à 150 000 km de vaisseaux sanguins chez chaque individu, etc. Mais tout ça, c'est nul, en fait. Vous prenez tous les vaisseaux sanguins d'une seule personne, de la plus grosse artère au plus fin capillaire sanguin, vous mettez tout ça bout à bout. C'est long et fastidieux, mais vous le faites quand même parce que c'est pour la science. Vous allez vous retrouver avec un tuyau certes totalement dégueu, mais dont la longueur totale oscille entre 120 et 150 000 km par personne. On n'apprend rien, en fait. On n'apprend rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sa façon de vulgariser, elle s'inscrit dans une certaine conception héroïque de la science. On peut voir sur ces vidéos, il y a souvent un portrait de Nikola Tesla qui incarne toujours cette espèce de génie qui sort un peu de nulle part et qui révolutionne à lui tout seul et à sa personne l'activité scientifique. Ça, c'est un conte de fées qui est séduisant, mais qui est sans rapport avec la pratique réelle des choses. C'est juste la glorification d'un individu qu'on présente comme génial. Et Bruce, il fait ça, il se donne en spectacle comme ayant en sa personne, dans sa chair et dans son corps, intériorisé un savoir extraordinaire, et il exploite en fait une esthétique scientifique pour en dégager un air de type qui sait de quoi il parle. Mais ça reste qu'une esthétique, c'est un emballage cadeau aux couleurs de la science, sans en donner la substance réelle. Et donc voilà, il n'y a pas de principe explicatif, il y a un refus de citer ses sources, et il y a surtout des anecdotes rigolotes en fait. Le fait qu'il cite pas ses sources, c'est aussi une façon de se rendre indispensable, si vous voulez. Son incapacité à se corriger quand il raconte n'importe quoi, ça participe aussi à cette esthétique du mec génial. Si vous dites d'où est-ce que vous savez un truc, si vous dites que vous vous êtes trompé à un moment, ben d'un coup, ça a plus le même punch que si vous avez, d'une façon mystérieuse ou surhumaine, conçu de l'information par vous-même de nulle part. Bon, alors, si on veut analyser tout ça, si on veut monter en généralité et sortir juste du cas précis de Bruce, il me semble que c'est le moment de faire un peu de sociologie et de s'intéresser à la vulgarisation d'une façon plus rigoureuse. Pour ce faire, il y a un outil qui me semble particulièrement adapté,
C'est l'outil qu'a développé Pierre Bourdieu, qu'il a appelé la théorie des champs. Alors un champ, c'est quoi? Un champ, c'est une sphère donnée de l'activité sociale. Par exemple, le champ artistique, ou le champ religieux, le champ scientifique, le champ médiatique, etc., etc. Le champ de la santé, tout ce que vous voulez. Et les champs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont hiérarchisés de façon interne, selon ce que Bourdieu appelle le nomos du champ. Alors le nomos, c'est juste un terme grec qui veut dire la loi. C'est-à-dire que chaque champ a son propre principe qui détermine qui est légitime dans son champ et qui ne l'est pas. Par exemple, tout simplement, dans le champ par exemple des mathématiques, le nomos, c'est celui de la rigueur du raisonnement. C'est-à-dire, il y a un certain formalisme à suivre, certaines règles quant au raisonnement et à la production, et si ces règles sont suivies, on est légitime dans son champ. Dans un champ comme l'art, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, parce que autant à une certaine époque, vous aviez certaines règles précises, autant aujourd'hui, le champ de l'art a l'air d'être dépourvu de règles. Il a l'air de marcher davantage à la reconnaissance. C'est-à-dire, pour être un artiste, il faut être reconnu par les autres artistes, ou par des instances de consécration. Par exemple, les musées, par exemple les revues, par exemple les journalistes, etc. etc. Là où ça devient pertinent dans notre cas précis, c'est la vulgarisation. La vulgarisation, c'est un champ qui est intéressant parce qu'il est à cheval entre deux mondes, en fait. Il est à cheval entre la sphère de l'activité scientifique et la sphère du divertissement, ou des médias. C'est-à-dire qu'un scientifique pur, il va pas faire de vulgarisation typiquement, en fait. C'est-à-dire, il va dans son labo, il va faire ses recherches, et puis voilà. Il va publier, ce genre de choses. Un journaliste pur, il ne va pas forcément traiter de la science. Par contre, un journaliste vulgarisateur, il est soumis, en quelque sorte, aux deux principes assez différents de l'activité scientifique et du divertissement. Alors, le principe du divertissement, le nomos du divertissement, il est assez simple, en fait. C'est un principe commercial, en fait. C'est-à-dire, il faut ratisser le plus large possible. Voilà, il faut avoir le plus de vues possible sur YouTube, il faut avoir la plus grosse audience possible à la télévision, il faut vendre le plus de journaux possible sur papier. Le nomos du scientifique, par contre, c'est autre chose. C'est plus une question de rigueur, c'est plus proche du modèle mathématique, mais c'est aussi, effectivement, passer par des instances de reconnaissance, c'est-à-dire avoir des papiers qui sont reconnus par d'autres scientifiques, être reconnus par des universités, etc. etc. Ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est que ces deux règles, elles entrent en confrontation. C'est-à-dire, c'est assez compliqué de faire des choses qui satisfassent, oui, on va faire du subjonctif, les deux règles en même temps, en fait. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la vulgarisation, entre guillemets, qui soit extrêmement pointue, extrêmement précise et technique, mais d'un coup, vous allez vous couper d'une grande part de votre audience potentielle. Par contre, vous pouvez faire de la vulgarisation qui on va dire, s'intéresse pas beaucoup véritablement au respect des normes scientifiques, mais qui fait vraiment des trucs très tapageurs, très racoleurs, etc. Et vous allez avoir une audience, mais vous allez complètement massacrer au passage la qualité du propos. Cela dit, c'est pas impossible. On l'a vu avec l'exemple de Jamy, de Fred et Jamy, mais aussi Vsauce et Veritasium. Hein. Ces gens-là arrivent, malgré tout, à tenir cette ligne assez fine, en fait, et à proposer du contenu de qualité qui soit néanmoins digestible, en fait. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. A contrario, vous avez des gens comme Mac Lesguy, par exemple, ou Stéphane Bern. Ces gens-là, ils vont avoir aucune espèce de vergogne à faire des choses qui vraiment font hurler les spécialistes, mais ils sont très très grand public et ils ont une diffusion très 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 importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi des gens comme Mac Lesguy, Stéphane Bern ou Y Penser, ils ont cette espèce d'audience très très grande, alors que finalement la qualité du propos est très basse. Ben, il y a un autre concept de Bourdieu que je trouve intéressant, c'est le concept de bonne volonté culturelle. La bonne volonté culturelle, Bourdieu la décrit comme un capital né d'un manque de capital. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne volonté culturelle ? C'est ce rapport docile qu'ont les classes typiquement assez peu dotées en capital culturel envers ce qu'elles perçoivent comme étant du savoir légitime. C'est-à-dire, pour donner des exemples très concrets, la bonne volonté culturelle, c'est le fait que on n'a pas besoin d'avoir de très grandes connaissances en histoire de l'art pour avoir du respect face à une œuvre, face à un tableau classique, en fait.
On n'a pas besoin d'être un grand littéraire pour comprendre que les classiques de la littérature, c'est quelque chose qui a un poids social, et c'est quelque chose qu'il faut respecter, en fait. Et donc, si vous voulez, ces gens-là, donc McLesguy, Stéphane Bern, y pensaient, ils proposent une forme en apparence vertueuse de consommation médiatique. C'est-à-dire, c'est quelque chose de rigolo, de sympa, machin, mais derrière ça, il y a une espèce de fond qui vous dit que vous allez en tirer quelque chose. Effectivement, ces choses-là se passent pas de façon très consciente, hein, parce que les gens ne font pas une espèce de calcul rationnel de ah oui, je vais en ressortir avec du savoir, etc. Peut-être qu'ils se le disent consciemment, mais en général, c'est plutôt des choses du type les parents, par exemple, ils vont pas zapper quand ça passe à la télé, parce qu'il y a un potentiel contenu éducatif là-dedans. Donc voilà, c'est deux concepts que je trouve assez intéressants. Si vous voulez vous intéresser davantage à ça, je pourrais mettre dans la description un lien vers un PDF qui inclut les pages du dictionnaire Pierre Bourdieu pertinent à ces deux entrées. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous conseille surtout de ne pas partager le lien de cette vidéo parce que ça ferait vachement chier Bruce. Pareil, hein, mettez surtout pas de like parce que sinon la vidéo elle va monter avec l'algorithme. Dès que quelqu'un va taper y penser dans YouTube, ça va arriver dans la première page au lieu d'arriver dans la 10e. Si ça sort trop facilement quand on cherche son nom sur YouTube, franchement il va pas être content quoi. Donc surtout évitez de trop diffuser ça. Franchement ce serait pas gentil pour lui. Voilà, bisous hein, et à la prochaine. Et puis surtout... N'oubliez pas d'y procès.